Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cette conférence sur les drones, le cloud et la data au service du coup des opérations sous-marines. Pour cette conférence, du coup, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Éléonore Blondeau, qui est la présidente du collectif des startups industrielles, Nicolas Gambini, qui est le CEO de Nautilo Plus, et Philippe Alix, qui est directeur de cabinet du VP des assets et des opérations au sein de CMA CGM. Du coup, pour commencer, Nicolas et Philippe vont nous parler de la façon dont Nautilo Plus et CMA CGM ont conclu un partenariat stratégique pour rendre les opérations sous-marines à la fois plus sûres, plus intelligentes et plus économiques. Et ensuite, Éléonore Blondeau pourra nous présenter le collectif des startups industrielles. Pourquoi, du coup, ces startups représentent absolument une importance capitale pour la France dans les prochaines années? Et du coup, comment est-ce que les collaborations entre une start-up et un grand groupe sont un véritable levier d'accélération pour qu'on puisse développer un terreau pour ces entreprises-là? Du coup, Nicolas, je te laisse la main pour te présenter un peu plus en détail et introduire votre collaboration. Merci beaucoup. Ah oui, déjà plus de son. Alors plus sûr et plus écologique, c'est un des aspects qui est très important pour nous et c'est notamment au cœur de la mission de Nautilo Plus. Donc Nautilo Plus, on cherche à soutenir le développement d'une économie bleue durable. Pourquoi? C'est simple, c'est le constat que demain on sera 10 milliards sur la planète, donc 10 milliards de personnes auxquelles il va falloir fournir de la nourriture. Ces personnes-là aussi qui vont vouloir avoir une énergie le maximum possible décarbonée et qui vont acheter des biens qui vont transiter par des navires. Il faut savoir que 90% du commerce mondial transite par des navires actuellement. Donc nous, notre idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte que ce développement économique qui va avoir lieu, c'est inéluctable, ne se fasse pas au détriment de l'écosystème. Alors comment on le fait? C'est justement en démocratisant l'accès aux données sous-marines. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué les données sous-marines. Vous enfoncez sous l'eau de 5 cm, le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, ça ne fonctionne plus. Peu de visibilité, peu de luminosité, donc c'est beaucoup plus complexe que les airs. Et donc nous, on apporte de la technologie basée sur l'intelligence artificielle, à la fois pour faire de la collecte de données, c'est les petits drones que vous voyez derrière nous, et après pour processer, pour traiter ces données, c'est une plateforme cloud, donc en mode SaaS. Donc voilà ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est extrêmement important donc d'avoir à la fois cet aspect technologique et l'aspect donc de mission pour la protection et la sauvegarde des océans. Bonjour à tous. Alors un petit mot d'introduction peut-être sur la CMA CGM. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec cette entreprise. On est un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique. On opère 550 navires à travers le monde et on a 110 000 employés. On est basé à Marseille. On a une entreprise familiale et assez récente qui a un peu plus de 40 ans. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est peut-être une des caractéristiques qui fait qu'on est un grand groupe, pas comme les autres, et peut-être un peu plus adapté à la collaboration avec les startups. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, pourquoi c'est important pour nous de travailler avec Nautilo? En effet, la raison première, c'est notre ambition de décarbonation. On a comme ambition d'avoir des activités complètement décarbonées d'ici 2050. Et pour arriver à cela, on a 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est bien sûr le type de fuel qu'on va mettre dans nos bateaux. Donc voilà, on a commencé à déployer des bateaux au GNL, au biométhane, bientôt au méthane de synthèse. Donc ça, c'est un peu le symbole, les choses que tout le monde voit, qui font beaucoup de bruit dans la presse. Mais il y a 2 autres piliers, et là, on se rapproche des activités de Nautilo. Les 2 autres piliers, c'est nos bateaux, comment ils sont designés, comment ils sont peints, comment leur aérodynamisme, leur hydrodynamisme. Et le 3e pilier, c'est, je dirais, la performance opérationnelle, la façon dont on opère ces bateaux, leur vitesse, les chemins qu'ils utilisent. Et en fait, Nautilo intervient un peu à la croisée des chemins entre ces 2 derniers piliers. C'est-à-dire que quelque chose dont on pourrait penser que c'est pas si important que ça, mais qui est en fait crucial, c'est la qualité de la coque, la propreté de la coque. Quand une coque est sale, les frottements sont plus importants et notre consommation augmente significativement. On a remarqué qu'en moyenne, entre une coque sale et une coque propre, on a 6% de gain de consommation. Ça peut aller jusqu'à 20%. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, jusqu'à présent, on utilisait des plongeurs qui allaient vérifier l'état de la coque tous les 6 ou 8 mois pour nous dire à cet endroit, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, petit à petit, on va développer notre relation avec Nautilo Plus pour
pour faire ça avec des drones sous-marins. Oui, exactement, merci. Pourquoi ? Parce que ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça apporte une qualité de données qui est bien supérieure. Un plongeur sous l'eau, pour les problèmes que je vous ai dit, il ne sait pas dire où il est. Or, une coque de navire d'un porte-conteneur, ça fait plusieurs terrains de foot, pratiquement une dizaine de terrains de foot en superficie. Deuxièmement, évidemment, le drone, grâce à l'intelligence artificielle, est capable de répéter toujours les mêmes choses et de détecter de manière automatique là où l'œil humain se fatigue au bout d'un moment. Donc on arrive à faire des choses très, très performantes. Comment on s'est rencontrés ? C'est justement en 2018, donc ça fait quelques années maintenant. CMA-CGM était en train de regarder dans une veille concurrentielle, une veille, on va dire, des solutions qui étaient en train d'émerger. Et on s'est rencontrés comme ça, en discutant nous on avait un projet, à la base on était plutôt sur un projet de drone loisir, et on allait de plus en plus vers les applications professionnelles. Et on a commencé à réfléchir comme ça. Ça a duré 1 an, on a pas mal d'échanges avec les équipes techniques. Par la suite, donc on a discuté autour d'une prise de participation de CMA dans une opération de levée de fonds minoritaire, d'un hébergement à leur accélérateur à Marseille qui s'appelle The Box, et donc de lancer un pilote de R&D sur justement des solutions autonomes d'inspection de coque. Donc vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler concrètement sur le terrain. Donc ça a été mis en place en 2019, et depuis on a développé. Et on vient de franchir une nouvelle étape avec le premier déploiement. Donc maintenant, on n'est plus dans un projet de R&D, on est dans un premier déploiement opérationnel de ces drones pour des inspections de coques. Et donc, Philippe, à toi. Oui, c'est ça. Maintenant, Nautilo est vraiment un prestataire au même titre que tout un tas d'autres entreprises. Je préfère qu'on dise partenaire. Moi, partenaire, j'aime mieux, pardon. J'aime mieux, ouais. Pardon, je pensais que c'était bien prestataire, désolé. Toujours est-il qu'on a dépassé la phase de développement, et maintenant on travaille main dans la main. Si je ne me trompe pas, il y a 5 drones qui vont arriver à compter du début de l'année prochaine, qu'on va mettre dans nos principaux hubs, en fait, où la plupart de nos bateaux passent. Et donc, comme tu le disais, ça va nous permettre de vérifier les coques bien plus souvent et de façon plus précise, de pouvoir se retourner contre les personnes qui nous ont vendu les peintures, etc., qui donnent des garanties, etc. Si jamais elles ne répondent pas au cahier des charges, ça permettra de donner des instructions plus précises. Un point aussi qui est important, et puis on le voit aussi derrière nous, c'est que cette collaboration, elle a évolué au fur et à mesure du temps, non seulement dans son développement, mais aussi dans sa nature, puisque en découvrant les activités de vérification de coque de Nautilo Plus, on s'est dit que ça pouvait nous servir aussi à quelque chose d'autre. Comme tu le disais, il y a 90% du commerce international qui se fait par les voies maritimes. Ça veut dire qu'on est des proies privilégiées pour les trafiquants qui essaient coûte que coûte de faire passer leur drogue sur nos navires. Et une de leurs méthodes, c'est d'accrocher de la drogue sous la coque ou de cacher de la drogue dans ce qu'on appelle les sea chests. Donc c'est des espèces de petites poches sous la coque. Il y a des grillages, etc. Mais ils y arrivent quand même. Et donc on s'est dit, peut-être qu'on pourrait utiliser les solutions de Nicolas pour faire des inspections. Encore une fois, des inspections, on en faisait jusque-là. On en faisait avec des plongeurs. Donc encore une fois, c'est moins précis. Dans les pays corrompus, c'est moins sûr parce que parfois ceux qui vérifient sont ceux qui planquent la drogue. Donc là, on va bientôt, dans les prochaines semaines, pour le coup c'est vraiment demain, avoir 2 drones qu'on appelle Drugbusters sur nos navires qui parcourent les routes les plus fréquentées par les trafiquants, opérés par nos personnes, donc on aura cette sécurité-là, et qui vont regarder sur la coque et qui, avec une caméra, vont aller regarder jusqu'à l'intérieur de ces petites alcôves sous la coque pour voir s'il n'y a pas de la drogue cachée. Nous, ça permet de sécuriser nos marins, ça permet de faire notre travail vis-à-vis des autorités locales et de les avertir aussi et de lutter contre le trafic de drogue. Donc c'est une nouvelle corde à l'arc très efficace de Nautilo qui nous aidera, nous, beaucoup. Ouais. Oui, merci. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qu'on a pu avoir dans un temps relativement court. Hein. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et on est en train de faire évoluer le partenariat autour de use cases qui ont de la valeur pour CMA-CGM. Donc ça, c'est important.
Donc les prochaines étapes, elles sont multiples. On a déjà d'une part travaillé dur parce que CMA-CGM est un partenaire très exigeant, mais c'est normal. Donc travailler dur pour délivrer déjà sur ceux sur lesquels on s'est engagé ensemble. C'est aussi d'aller évangéliser le marché parce que l'idée c'est que maintenant donc, on est dans des phases d'industrialisation de notre solution, de le déploiement, ce qui fait que c'est important qu'on puisse aller proposer notre solution à d'autres transporteurs et on voit qu'il y a de l'intérêt, donc c'est très bien, au-delà de CMA-CGM. C'est aussi de créer de nouveaux use cases, donc on a parlé de cette inspection de coques et d'éléments spécifiques pour aller détecter les ballots de drogue. Ça va être aussi d'autres choses pour aller de plus en plus vers une bonne compréhension de ces coques-là, avec toujours l'idée qu'on est sur un acteur pour finalement décarboner cette industrie. C'est extrêmement important. Un navire, la différence entre un navire qui a du fouling, donc qui a ce dépôt sur la coque, et un navire propre, c'est à peu près 10 000 tonnes de CO2 par an, un navire. CMA, ils en ont 550, il y a 50 000 navires dans le monde. Vous faites le calcul, c'est énorme. Donc le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc on peut être un acteur de ça, on peut être un contributeur parmi d'autres solutions à permettre de décarboner donc, le secteur avec les différents leviers tels que l'a mentionné Philippe. Ça, nous, on est extrêmement fiers de faire ça parce qu'on a un vrai impact pour la planète. On a envie d'aller encore beaucoup plus loin, faire plein de choses, on a plein d'idées. Et ça fait partie de tout ce qu'on essaie de déployer, de développer avec CMA-CGM et demain aussi avec d'autres partenaires. Donc pour nous, c'est quelque chose de très très important par rapport à la mission qu'on s'est fixée en tant qu'entreprise. Un des autres aspects, c'est de se dire, finalement, avec ces solutions qui sont un espèce de couteau suisse sous-marin, on va être capable de faire beaucoup de choses et finalement de se dire, demain, dans des applications dans des ports, on pourra être une espèce de vigie qui pourra faire à la fois de l'inspection de coque, qui pourra aller regarder, faire des tours de vigie pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion, vérifier la qualité de l'eau. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses et c'est aussi des choses qui nous plaisent dans le développement de notre société. D'ailleurs, tu parlais de l'impact écologique. Nous, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Je vous parlais de notre ambition de décarbonation à 2050. C'est un souhait de nos dirigeants, mais c'est aussi une obligation réglementaire qui n'est pas encore actée, mais qui va prendre effet dans les tout prochains mois, avec une régulation internationale qui est en train de se mettre en place, très très stricte, très contraignante. Et donc c'est pour ça qu'on est plutôt confiant sur l'avenir de Nautilo+, puisque des solutions comme ça vont être nécessaires. Comme je vous le disais, 6% de consommation, c'est majeur. C'est majeur. Exactement. Et c'est un secteur qui a été très conservateur parce que finalement, nous, on connaît tous les normes euro que vous entendez pour les véhicules. Donc ça date depuis 30 ou 40 ans où maintenant on est dans un tunnel de convergence vers une diminution des émissions pour les véhicules terrestres. Mais sur les navires, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais il y a une marche importante à rattraper. Mais le secteur est en train d'avancer à marche forcée justement pour se donner un référentiel pour diminuer ces émissions-là et ça va dans le bon sens. Et donc on est une partie de la solution pour faire en sorte que ce secteur aille vers une situation qui soit plus on va dire, en harmonie avec l'écosystème et limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier aspect qu'on voulait évoquer avec vous, c'est qu'est-ce qui marche pas entre un grand groupe industriel comme CMA-CGM et une petite start-up comme Nautilo+. Alors, je vais te laisser commencer. Commençons par ce qui marche bien. Comme je vous le disais en introduction, je pense que CMA-CGM est un grand groupe un peu particulier, une entreprise familiale d'une 40aine d'années. Donc cet esprit entrepreneurial, cet esprit agile, c'est quelque chose qui est encore très présent dans la culture de l'entreprise. Les chaînes de décision sont très courtes, peuvent être très rapides. Et donc en ça, je pense qu'on est un grand groupe qui a peut-être des facilités naturelles, disons, pour collaborer avec des startups. Pour les points qui sont des challenges, disons, pour les mois à venir, nous, ce qu'on voit en premier, bien sûr, c'est le passage à l'échelle, tu le disais. On a 550 navires. Je vous disais qu'on aimerait les inspecter tous les 6 mois. Ils s'arrêtent dans 215 ports à travers le monde. Il va falloir beaucoup de drones, tant mieux. Donc voilà, c'est ce passage à l'échelle qui est un vrai challenge dans la relation entre les grands groupes et les startups.
Et dernier point, je pense, pour le coup, pour faire un peu notre introspection, je pense que les aspects techniques et business des grands groupes, et en tout cas de notre groupe, sont assez prêts à travailler avec des startups. La collaboration se passe bien. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est d'embarquer tout le reste de l'entreprise et notamment les services qui ont des process par définition beaucoup plus forts, les services juridiques, les services achats, tout ce qui est cybersécurité, etc., qui est très important chez nous. Voilà, c'est des grosses machines par nature très processées. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut qu'on arrive à embarquer dans l'aventure entrepreneuriale entre Nautilo et CMA. Ouais, alors ça me fait sourire parce que j'étais avec un collègue de l'assistance, on était aux achats chez Renault, donc on a vu de l'autre côté. Et cet été, on était face aux achats de CMA CGM pour signer justement le fameux premier déploiement. Donc ça a pris un peu de temps. Donc je confirme tout ce que tu dis. Ce qu'il y a de bien, ce qui était hyper agréable de travailler avec CMA CGM, c'est évidemment l'assise financière, donc la capacité à mettre de l'argent pour tester les choses. Donc ça nous a bien aidé, c'est clair. Et c'était quand même quelque chose qui était très pratique. L'accélérateur dont je vous ai parlé, The Box, on est en face du port de Marseille, donc on traverse la rue et on peut aller faire des essais. Ça aussi, c'est quand même assez confort pour nous. Dans les choses qui sont importantes, c'est faut garder l'image d'un mastodonte des mers, donc un navire, un porte-conteneur qui fait 400 mètres, et puis notre petit drone de 50 cm. C'est-à-dire qu'il y a une flexibilité, une agilité qui est la nôtre. Et il faut garder en mémoire ce qu'est CMA CGM. Ce n'est pas une start-up. Donc, même s'ils comprennent bien les objectifs, s'ils sont enthousiastes et si on peut avancer, il faut quand même garder en mémoire comment ça fonctionne. Il faut respecter les processus. Il faut essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien content de comment les choses avancent, ne pas les brusquer. Et ça, je pense que c'est très important d'une manière générale dans les relations avec des industriels, de ne pas être non plus trop en mode chien fou parce qu'on est une start-up et qu'on a des idées et c'est génial et on va aller vite. Il faut aussi quand même respecter la temporalité des gens avec qui on est pour faire en sorte que ça se passe bien. Et une fois qu'on a ce buy-in, cette adhésion de tout le monde dans l'équipe, ça se passe beaucoup mieux. Donc on passe beaucoup de temps aussi à faire en sorte que tout le monde comprenne là où on veut aller, ce qu'on essaie de faire. On utilise des méthodes aussi agiles où parfois ça peut être un peu étonnant, on va dire, pour les personnes en face de nous. Donc il y a aussi de la pédagogie à faire. Mais globalement, c'est une super expérience. Ça nous a permis de beaucoup accélérer. En termes de visibilité, évidemment, c'est génial pour nous parce que CMA CGM, donc dans le top 3 des transporteurs de porte-conteneurs dans le monde. Et vraiment, ça nous a donné une crédibilité sur beaucoup de choses qu'on a pu faire. Donc on est très contents. Et je pense que c'est à la fois un challenge, mais ça a été un formidable accélérateur pour nous. Nous aussi, on est très contents. Hein. Ouais, merci. Je l'ai peut-être dit, mais ça va mieux en le répétant une dernière fois. Merci beaucoup à tous les deux. Ce que j'aime beaucoup moi, dans la collaboration entre Nautilo Plus et CMA CGM, c'est que c'est à la fois une collaboration gagnante-gagnante, aussi bien sur le plan du développement technologique, de l'ingénierie, sur le plan de l'efficacité économique, et aussi sur un thème qui est fort cher pour BPI France, c'est celui de l'impact. Et du coup, pour prendre un tout petit peu de recul, je vais laisser la parole à Éléonore pour que tu puisses nous présenter à la fois l'activité du collectif des startups industrielles et comme évoqué précédemment, pourquoi est-ce que ce sujet-là est absolument primordial pour la France et pourquoi du coup les collaborations interentreprises entre grands groupes et startups industrielles, c'est un véritable levier d'accélération pour qu'on puisse créer un véritable tissu économique de startups industrielles. Oui, merci. Bonjour à tous. Et je tiens à préciser, parce que je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais la relation, et moi je suis ravie parce qu'il me démontre que j'ai tort depuis tant d'années, mais en même temps c'est le seul qui arrive à me le démontrer, c'est que la relation elle est commerciale et capitalistique, et ça semble marcher. Et jusqu'à présent, j'avais pas forcément d'autres cas, donc moi je suis ravie de l'entendre officiellement. Moi j'avais créé et développé pendant 5 ans une start-up industrielle que j'ai dû céder parce qu'il n'y avait pas de fonds VC qui investissent dans les startups industrielles. Une startup industrielle, selon la définition qu'on a faite au sein du collectif, c'est une innovation qui peut être technologique, mais aussi
incrémental ou de procédé, mais qui est basé sur un produit physique qui doit être emmené à être produit en série et avec une forte croissance. Donc c'est pour ça, nous, c'est vraiment la définition d'une startup industrielle. Elle peut être basée sur une deep tech, c'est-à-dire une technologie de rupture issue de laboratoire de recherche, mais pas nécessairement. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit forcément le cas de Nautilo. Voilà. Donc ça, c'est important parce que finalement, ces startups industrielles, elles sont complètement oubliées dans l'écosystème startup depuis sa création. L'écosystème startup a été quand même assez créé pour et par le numérique et le service. Et finalement, il est très bien organisé aujourd'hui. Tout le monde sait à peu près parler de e-commerce, de SaaS, voire de blockchain ou d'intelligence artificielle. Mais finalement, quand il s'agit de parler de bande test, de moule, de design to cost, là, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, l'objectif du collectif Startup Industriel France, parce qu'on est vraiment au niveau national, c'est de, faire connaître l'existence des startups industrielles en France, parce que depuis le début, elles existent. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses parce que justement, c'était tellement compliqué et ça l'est encore d'y arriver. Et moi, je connais Nicolas depuis quelques années maintenant, parce qu'on vient, je crois, de la même école. Et ben, il a du courage d'avoir tenu aussi longtemps et j'ai l'impression que maintenant, c'est en train de décoller et c'est vraiment super. Mais parce que c'est un vrai chemin de croix jusqu'à présent. Et donc, le rôle du collectif, c'est de faire connaître l'existence de ces startups qui existent depuis toujours et qui, on l'espère, seront beaucoup plus nombreuses à l'avenir, mais de faire en sorte que cet écosystème startup évolue pour être aussi compétent dans l'accompagnement de projets SaaS, e-commerce, blockchain ou serviciels que des projets industriels. Parce que ces projets industriels, même s'ils sont aussi à forte croissance, basés sur des innovations qui peuvent être de différents types, et qui peuvent être scalables, elles n'ont pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes étapes de développement, et c'est aussi pas forcément les mêmes besoins en termes de ressources humaines, de ressources financières, mais aussi tout simplement de locaux. On a parlé là de The Box, donc, qui permet donc à Nautilo de traverser la route, de faire ses tests industriels. Aujourd'hui, la plupart des incubateurs, c'est des espaces de bureaux avec une connexion Internet et une machine à café. Mais si vous voulez en fait et le baby. Et en fait, aujourd'hui, c'est une startup industrielle. Dans votre première phase, qu'on appelle, donc il y a 3 grandes phases, 333, 300 000, 3 millions, 30 millions. Donc la première phase, c'est R&D prototypage. Donc là, on teste la faisabilité fonctionnelle, technique de son produit. On teste. Et donc là, aujourd'hui, c'est assez simple de trouver un espace un incubateur avec un bureau, puis à côté, pas loin, un Fab Lab avec impression 3D, etc., pour fabriquer rapidement un produit qui fonctionne, même s'il n'est pas forcément industrialisable. Sauf qu'ensuite, la phase suivante, donc 3 millions, entre 1 et 5 millions d'euros en général, c'est la pré-industrialisation. Et cette phase-là, on ne l'a pas du tout dans les projets numériques. Donc elle permet d'améliorer l'endurance du produit, réduire les coûts, améliorer la productivité et passer toutes les normes, les certifications, créer toute la documentation et aussi les outils de production qui permettent ensuite de passer à la 3e phase, la grande série. Soit on crée sa propre usine, donc je dis 30 millions, mais c'est des ordres de grandeur, soit de pouvoir apporter ces outils et ces documents à un industriel qui va produire pour nous notre produit en série. Et donc en fait, c'est vrai que cette phase numéro 2, elle est inexistante dans les startups technologiques sur le numérique ou le service, et pourtant elle est bien visible chez nous. Et ce dont on se rend compte, c'est que les montants nécessaires à ces startups industrielles sont pas forcément beaucoup plus important que des startups du numérique. Parce que les startups numériques, elles lèvent 30 millions, 50 millions pour aller nourrir Facebook et Google. Sauf que nous, on a besoin des mêmes montants, mais au lieu d'aller nourrir Facebook et Google, nous, on va essayer de plutôt aller nourrir tous les bureaux d'études, d'industrialisation, les fabricants en métallurgie, en électronique, etc. Et si on y arrive en France, dans la mesure des possibles, si on n'y arrive pas, malheureusement, c'est à l'étranger pour l'instant. On espère que ça revienne au plus local. Donc voilà, donc c'est important de faire connaître ça et que l'écosystème en soit conscient pour qu'il puisse en fait s'adapter. Voilà. Et donc le rôle du collectif, il est double. D'une part, du plaidoyer, voilà, faire connaître ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc on le fait, on a des référents dans chaque région de France qui ont pour rôle d'aller voir les politiques, les incubateurs, les accélérateurs, tous les acteurs de l'écosystème start-up dans leur territoire. D'autre part, on a une plateforme en ligne dans laquelle on collabore au niveau national avec 5 groupes de travail sur les 5 grosses problématiques rencontrées par les startups industrielles en France. Donc les fonds propres, trouver des locaux adaptés, s'y retrouver dans les normes et certifications et après avec qui respecter ces dossiers. Tout ce qui est l'éducation de l'écosystème et plus largement
du grand public à c'est quoi l'industrie en 2021, parce que c'est pas Zola. Hein. Moi, quand j'ai fait l'usine extraordinaire fin 2018, j'étais toujours avec mes jupes et mes talons. Les gens, ils étaient hallucinés de savoir que j'étais industrielle. Hein. Mais en 2021, c'est possible. Tout ce qui est propriété intellectuelle et donc les différences d'innovation et d'invention, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'est pas basé sur une invention technologique de rupture qu'on n'est pas innovant. Il y a Nautilus, c'est une innovation de rupture sur son marché, même si elle n'est pas basée sur une technologie issue de laboratoire de recherche. Et pourtant, c'est une vraie innovation. Donc voilà, et j'ai dû oublier un groupe, mais c'est pas grave. Donc on a 5 groupes de travail, et ces groupes de travail visent à faire émerger des solutions concrètes que l'écosystème peut ensuite appliquer directement dans son quotidien. Et on a même open sourcé la liste de ces solutions via un manifeste des solutions que vous pourrez trouver sur notre site internet csifrance.fr. Et donc pour finaliser sur en fait, l'importance des relations et la complexité, parce que comme je disais, moi c'est la première fois que j'entends qu'une collaboration start-up grand groupe a été fructueuse et n'a pas contraint la start-up dans son développement. Parce que c'est toujours le risque en tant que porteur de projet de se dire je suis Nautilus, je fais la CMA, CGM, qui vient à mon capital, du coup, je peux plus aller faire du drone touristique. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et d'être vraiment contraint de se dire moi, je vais rester qu'à l'analyse des coques de bateau, ça y est, je suis foutu, je peux faire que ça. Alors que s'il faut, Nicolas, il a plein d'autres idées. Et c'est quand même le risque, et c'est malheureusement quand même ce qu'on retrouve assez souvent quand un industriel rentre à notre capital. Et donc, en fait, je suis très ravie aujourd'hui de découvrir cet exemple qui montre que ça change et que les groupes industriels aussi, maintenant, de plus en plus, savent s'adapter. On parlait des services achats des grands groupes. Moi, j'ai eu une start-up pendant 5 ans. Les achats de SNCF ou de Sodexo, honnêtement, on a eu une relation incroyable dans leur capacité à expérimenter des produits qui n'étaient pas tout à fait terminés, qui à tout moment pouvaient prendre feu ou faire des inondations, voilà. Mais ils ont même adapté leur service achat pour pouvoir être en capacité de tester, parce que ça leur permettait aussi de sensibiliser leurs équipes à l'innovation. Et je pense que c'est aussi un des rôles que peuvent avoir les relations start-up grand groupe, c'est d'utiliser en fait la relation avec la start-up pour faire changer des mentalités qu'on n'arrive pas à le faire avec des change managers ou des choses comme ça via l'interne, mais d'utiliser le cas pratique de la start-up pour faire évoluer les mentalités dans la structure. Et à l'inverse, pour la start-up, de pouvoir se confronter à un industriel qui va du coup aussi un peu lui mettre la pression sur moi maintenant j'ai besoin de 550 drones. Comment on fait Comment on fait et en fait, forcément, si Nautilo va voir ses banques pour dire j'ai 550 drones à faire, mais j'ai vraiment le client en face, nécessairement, ça aide à faciliter l'industrialisation du projet. Donc, il y a vraiment cette nécessaire... c'est vraiment très important cette relation. Et un point important, parce qu'on a vu le lancement de Tech in Fab le 1er avril dernier avec BPI France et les cabinets d'Agnès Pannier-Runacher et Cédric O, où on utilisait les startups numériques pour digitaliser les PME ETI. Mais en fait, il y a des startups industrielles qui peuvent aussi aider les industriels existants à évoluer. Et ça, c'est vraiment important de le savoir, c'est que tech, ça veut dire technologie, ça ne veut pas dire numérique. Voilà. Donc ça, c'est un point important à retenir, parce que ces startups-là industrielles, elles existent depuis longtemps. Et en fait, elles ne demandent qu'à être plus nombreuses si on arrive à leur faire une place dans l'écosystème et à ne pas regarder si elles sont uniquement basées sur une technologie issue de laboratoire, mais tout simplement si elles apportent une réelle innovation sur leur marché, ce qui est le cas de Nautilo. Mais dans le collectif, il y a plus d'une centaine de porteurs de projets industriels au niveau national. Et donc, en fait, si vous, en tant que grand groupe, vous avez des besoins aussi d'innovation matérielle précis, vous pouvez, si vous voulez, vous rapprocher du collectif pour voir si dans notre portefeuille, on n'a pas des startups qui peuvent peut-être répondre à votre besoin. Et à l'inverse, nous, parfois, on a des startups qui recherchent des grands groupes industriels sur lesquels implémenter leurs produits. Et elles ont des fois des difficultés à réussir à rentrer en contact. Et avec le savoir-faire qu'on essaye de réunir au sein du collectif et les solutions qu'on porte, en termes d'actions concrètes à mettre en place, on peut peut-être être le facilitateur dans ces relations. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour l'intervention. On a encore un tout petit peu de temps, si quelqu'un a une question.
Bonjour, j'aurais une question pour CMA CGM, enfin finalement pour les deux, parce que c'est Nautilo qui a évoqué le fait que vous aviez été identifié par un process de veille de la part de CMA CGM. Donc je voulais en savoir plus un petit peu sur votre organisation en termes de veille, comment vous fonctionnez et comment vous sélectionnez. Merci. Alors la veille, elle s'est faite à différents niveaux, puisque comme tu le disais, il y a eu un investissement capitalistique, un accompagnement dans un incubateur, des recherches, des développements conjoints avec notre département R&D. Donc, je veux dire initialement, en fait, au tout début, comment vous avez été Au identifié tout début, en fait. c'est le service maintenance des coques de CMA-CGM qui voyait qu'il y avait des signaux faibles en termes de technologie, d'une évolution, de choses qui étaient possibles de faire, et qui avait décidé de se dire, OK, justement, dans une démarche d'innovation continue, voyons ce qui existe sur le marché. OK, merci. Bonjour, alors je fais partie aussi du collectif. Ma question en termes de propriété intellectuelle, justement, est-ce que vous avez une propriété intellectuelle partagée ou il vous est propre? Non, madame, on a tout gardé pour nous. D'accord. C'était un prérequis, c'est-à-dire que alors il y a une partie sur laquelle on a fait un co-développement, donc qui fait qu'il y a un partage de rémunération sur la facturation de ça pour d'autres. Et par contre sur l'IP, comme on avait quand même plus d'apport par rapport à CMA. Ça a été une négociation et on a décidé que c'était faire que l'IP restait à Nautilo pour qu'elle puisse se développer sans être bloquée sur certains marchés qui pourraient être le marché du navire, mais aussi d'autres marchés. Bravo à vous. Ce qui était très pragmatique. Et merci à CMA CGM pour ça. C'est terminé, pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à tous. beaucoup. Un Merci plaisir. beaucoup.